Il est extrêmement difficile de définir ce qui, dans 20 ans, sera considéré comme un classique. Et quand ça arrive, on prend un méchant coup de vieux. Les gens de mon âge, dans la mi-vingtaine, on se rappelle tous de la sortie de films comme Avatar ou Nemo. Alors quand on les voit apparaître dans la liste des classiques rétro, ça nous fait nous remettre en question. Et ce, méchamment. Devenir un classique pour une œuvre de fiction, c'est quelque chose que personnellement je trouve hyper paradoxal. Il y a personne qui se réveille un lundi, mardi matin, qui se dit aujourd'hui je vais écrire, produire ou réaliser un classique, mais d'un autre côté, c'est ce que tout écrivain, producteur ou réalisateur souhaite. On pourrait croire que c'est juste une question de nostalgie, de produit qui a bien vieilli, voire de sophisme d'appel à la tradition, c'est-à-dire quelque chose qu'on respecte, pas parce que c'est vraiment quelque chose de fondamentalement bon, bien travaillé, etc., mais parce que ça fait très longtemps qu'il est là. Et honnêtement, c'est à moitié vrai. Remontons jusqu'au début du 20e siècle à la naissance du cinéma, avec des films comme Le Voyage dans la Lune, qui sont considérés comme des pionniers dans le monde du cinéma et des effets spéciaux. Et là, t'as toujours un public à moitié de mauvaise foi qui arrive, disant qu'on respecte plus la tradition que le film, que c'était pas forcément mieux avant, mais qu'en réalité, c'est juste parce que c'est un vieux film, alors c'est criminel de dire quoi que ce soit contre. Alors, pensez-y. On est dans une époque où le cinéma et la télévision émergent encore, et Internet, c'est 81 ans dans le futur. Sans parler du fait qu'on n'a pas vraiment de moyens d'avoir les films qu'on aime à la maison. Si tu veux revoir un film, tu retournes le voir quand il ressort au cinéma. Bref, on est à une époque où est-ce qu'on n'avait pas quelque chose qu'on a aujourd'hui. J'ai nommé la conservation des médias. La conservation des médias, c'est d'être capable d'aller rechercher des vieux films, des vieilles séries, bref, des vieux morceaux de médias qui ont 20, 30, 50 ans. Et ça, autant le format physique que le streaming sur Internet, c'est quelque chose qui l'a énormément aidé. Alors forcément, dans une époque où être capable de conserver nos vieux films et séries, c'était très difficile, on n'a pas mis nos efforts sur ceux qui étaient mauvais et moyens. C'est pas une question de « c'était mieux avant », c'est une question de « avant on avait des bons et des mauvais films » et on a fait des efforts pour ne garder presque que les bons. Mais ça, c'était avant, parce qu'aujourd'hui, on l'a, la conservation des médias, et surtout, on a un public qui est extrêmement difficile. Si on veut transcender les générations et qu'on se rappelle de notre produit, il faut qu'il soit rien de moins qu'excellent. Par exemple, moi j'aime beaucoup l'anime Digimon, c'est une grosse partie de mon enfance, mais à chaque fois que j'en parle à quelqu'un qui connaît pas ou qui connaît vaguement de loin, j'ai l'impression de devoir subir un procès pour prouver que c'est correct d'aimer cette œuvre. On vit donc dans une époque où, en termes de cinéma et de télévision, et surtout en termes de qualité des œuvres, les points de vue divergent et une division plus franche que jamais se remarque. Mais de temps en temps, cette division, elle prend des vacances à Hawaï, et puis quelque chose arrive qui vient rassembler le public. Ici, je parle d'œuvres comme Shawshank Redemption ou Le Dernier Maître de l'air, des œuvres qui sont tellement excellentes que la majorité du public l'apprécie si c'est pas la totalité, et les quelques critiques négatives sont valides et constructives sans une once de mauvaise foi. Oui, en 2024, c'est là qu'apparaît le projet passionnel qu'est Hazbin Hotel. Vous aimez le sang, la violence et la dépravation sexuelle? Mais que diriez-vous si je vous apprenais qu'il existe un lieu de villégiature exempt de toutes ces horreurs? Bienvenue à l'Hôtel Hazbin! Hazbin Hotel, une de mes séries récentes favorites, peut-être une de mes séries favorites de tous les temps, haute en couleurs, avec des personnages mémorables et de la musique envoûtante. C'est une série qui a été assez bien reçue par la critique, autant chez les professionnels que chez l'audience lambda, mais rien d'exceptionnel ici. Par contre, dans la sphère Internet, Hazbin Hotel est passé avec la puissance d'un météore sur l'ère du Mésozoïque. Je suis pas sûr de cette analogie. Non mais pensez-y, on vit dans une époque où les studios, les marques et même les restaurateurs utilisent des plateformes de production de contenu amateur pour faire de la publicité qui est pas si haute en termes de qualité. Des plateformes comme TikTok ou les YouTube Shorts qui présentent du contenu de format automatique aux viewers basé sur un algorithme au format vertical. Alors forcément, quand t'as une série comme Hazbin Hotel qui sort en 2024, c'est le rêve de la plupart des créateurs de contenu qui sont principalement sur ces plateformes. La musique qui est reconnaissable et entraînante, c'est parfait pour faire du playback, elle possède des moments forts en émotion et des moments hilarants, alors forcément que des scènes sont reprises et parodiées. Pour une vidéo au format plus long, c'est une série qui est bourrée d'easter eggs et puis de références à certaines mythologies, sans parler qu'elle a une histoire très intéressante de production et que sa qualité d'écriture n'est plus à débattre. C'est parfait pour les chasseurs d'easter eggs ou les vidéo-analystes comme moi. La preuve
temps, j'ai déjà réalisé, à part celle-ci, 2 vidéos sur l'univers d'Has-Been Hotel, 2 longues vidéos. Et dans les quelques derniers mois, elles se sont toutes deux hissées dans le top 5 de mes vidéos les plus populaires de tous les temps, l'une des deux étant même en première position. Et bien sûr, le visuel est magnifique, surtout au niveau du chara-design, les fan artistes en seront témoins. Puisqu'on en parle, j'ai moi-même mis les pieds dans la grande piscine qu'est les fan art de Has-Been Hotel. Si vous voulez en savoir plus, rejoignez mon Instagram, le lien est en description. Et surtout, c'est le seul moyen de vraiment interagir avec moi et d'avoir des teasers pour les futures vidéos. Et tant qu'à être là, vous pouvez aussi vous abonner, activer la cloche au passage, ainsi que nous laisser un like et un commentaire pour le référencement, commentaire nous disant de quel autre sujet on devrait traiter sur cette chaîne. On a récemment passé les 16 000 abonnés et je vise les 20 000 pour la fin du mois de juillet si c'est possible, merci beaucoup. En gros, Has-Been Hotel, c'est une série qui est sortie au bon moment avec une prémisse fraîche et bien travaillée, le tout porté par la passion de sa créatrice. Tout ça et bien plus encore aujourd'hui sur ce Salutationalisation et bienvenue à Faits et Fiction, l'émission où on analyse la culture. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi Has-Been Hotel est un classique instantané. L'histoire d'Has-Been Hotel. Une des très nombreuses raisons qui font d'Has-Been Hotel une série aussi spéciale, c'est le fait qu'à la base, ça a été produit par une YouTubeuse. Ici, c'est à Vivian Medrano, alias Visipop, à qui on doit ce masterpiece. Produire une série comme Has-Been Hotel et sa petite sœur Hell of a Boss que je devrais vraiment regarder, c'est pas rien. Surtout à 31 ans, c'est quand même jeune. Visipop a toujours baigné dans le cinéma et l'animation. En 2011, elle a joint l'équipe d'un film de thèse d'horreur comédie, et même avant d'être sur sa chaîne actuelle, elle avait une autre chaîne YouTube qui diffusait des animatiques pour le webcomics Zoophobia. Ce webcomics va durer jusqu'en 2016 où elle va brusquement l'arrêter pour se concentrer sur son projet Has-Been Hotel. Entre-temps, elle aura développé une certaine fanbase qui la suit, qui aime la proximité avec ses fans, et en 2013, elle aura même réalisé son propre court-métrage d'animation nommé The Son of 666. On y suit l'enfant d'un démon qui se retrouve en conflit parental où les deux protagonistes doivent apprendre à communiquer. Dites-moi si ça vous rappelle quelque chose. Combien de fois t'ai-je dit de te débarrasser de cette chose inutile? Pourquoi ne jouerais-tu pas d'un instrument plus sinistre, comme un violon? C'est en 2018 que Visipop va fonder le studio Spindle Horse, sous lequel elle va pouvoir développer le pilote de la saison 1 de Hell of a Boss, ainsi que l'épisode pilote d'Has-Been Hotel. Cet épisode pilote pour Has-Been Hotel a été fondé principalement par Patreon, qui va, en 2019, sortir une fois pour toutes sur sa chaîne YouTube. Ah, ouh, quelle insulte! Fais-moi signe quand tu auras quelque chose de plus original en stock, espèce de ramassif fécal dégénéré! Ça a dû être un grand moment pour Medrano de voir Has-Been Hotel finalement mis à l'écran, même si c'est sur une plateforme indépendante. Le produit il est frais, il est bien animé, bien travaillé, et surtout, on y retrouve des personnages qu'elle travaillait depuis bien avant qu'elle commence son aventure sur YouTube. Un excellent exemple de ça, c'est Angel Dust, qu'elle dessinait constamment pendant ses dernières années d'études en art visuel, au point où ses camarades de classe le reconnaissaient. Donc cet épisode pilote, il sert un petit peu de preuve de concept, et un an plus tard, c'est la chaîne de production vidéo indépendante A24 qui va arriver et aider à coproduire la saison 1 de Has-Been Hotel. Ça avec l'aide d'autres maisons de production comme Princess Bento Studio. Si on s'accorde à Medrano, une bonne partie des animateurs présents sur le pilote étaient censés revenir pour la saison 1 d'Has-Been Hotel. L'idée étant de garder l'esprit d'une petite série indépendante, même si elle passait à la télé ou au streaming. Et le 28 octobre 2022, on peut finalement annoncer la série pour l'été 2023. Mais malheureusement, il s'est passé tout ce qui s'est passé dans le monde de la production cinématographique et de l'animation pendant les 5 dernières années. À chier. L'expression qui convient, c'est à chier. C'est drôle, j'allais plutôt dire désopilant. Ici, c'est la grève des acteurs et scénaristes qui va être obligée de faire repousser Has-Been Hotel jusqu'en 2024, où il va finalement sortir sur Amazon Prime. Déjà, de base, le pilote était tombé dans l'œil des internautes 5 ans plus tôt. Même la chaîne Film Theory s'y était extrêmement intéressée. C'est pas rien. Vient ensuite des reviews qui, je l'ai déjà mentionné, sont corrects, mais on le sait tous, là où Has-Been Hotel a énormément brillé, c'est dans la sphère Internet et avec le grand public. Has-Been Hotel est un phénomène culturel.
Déjà de base en 2024, l'épisode pilote de Has-Been Hotel va cumuler 101 millions de vues sur sa chaîne YouTube, ce qui n'est pas rien pour une plateforme de création de contenu indépendante. Medrano elle-même, elle y croyait pas. Elle déclarera en 2021 qu'elle ressent qu'Has-Been Hotel reçoit un accueil chaleureux et construit une fanbase qui peut s'apparenter à d'autres séries américaines qui runnent pour plusieurs saisons. Et elle a dit ça en 2021, 3 ans avant que la série sorte de façon officielle. On avait juste un pilote. Et en bout de ligne, c'est pas faux. Rappelez-vous qu'ici, on parle seulement du pilote d'Has-Been Hotel et à l'heure actuelle où je vous parle, il cumule 107 millions de vues sur la chaîne YouTube de VisiPop en 4 ans. On pourrait croire que c'est la série d'Amazon Prime qui l'a boosté et qui lui a donné plus de visibilité, même si oui, ça joue énormément, le fait étant qu'en mai 2020, il cumulait déjà 32 millions de vues. Elle est même devenue la deuxième vidéo la plus vue de la chaîne de VisiPop, avec presque le double de vues de la numéro 3. Et même en tant que telle, la vidéo la plus vue, c'est le vidéoclip de la chanson Addict, qui elle aussi est étroitement reliée à l'univers d'Has-Been Hotel. Le tout alors que la chaîne de VisiPop cumule un petit peu moins de 10 millions d'abonnés. Bref, les fans sont primairement des fans de Has-Been Hotel et ensuite des fans de VisiPop. Et à sa décharge, je trouve que son travail est excellent. Selon MovieWeb en 2024, la série serait plus en demande que la moyenne des séries passant à l'écran. Combien de fois plus en demande? 75,1 fois. Selon Parrot Analytics, le leader global du monde de l'analytique de séries télé et du cinéma, Has-Been Hotel serait dans le top 0,2% des séries actuelles les plus en demande. Position qu'elle maintiendrait même encore aujourd'hui dans les 30 derniers jours. Le site estime même que Has-Been Hotel est 167,3 fois plus en demande qu'une série américaine moyenne. On estime qu'elle serait plus en demande aujourd'hui que 99,9% des séries américaines. C'est même en termes de séries d'animation, le plus gros succès de départ de l'histoire d'Amazon Prime Video. Angel, t'es acteur de film de cul. Acteur, oui, mais connu. Du côté création de contenu chez les fans investis, on est très loin d'être en reste. On va faire une petite expérience ici. Est-ce que vous avez entendu parler pour la première fois d'Has-Been Hotel via des publicités ou est-ce que c'était via la création de contenu avec des créateurs qui s'y sont investis, qui ont rediffusé, disons, sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, qui en ont parlé ou simplement reposté des clips de la série? Si vous faites partie de cette catégorie, vous êtes comme moi, ma copine et soyons honnêtes, une bonne partie de la fanbase. Preuve étant juste ici, ma chaîne YouTube cumule en total environ 1 400 000 vues sur 245 vidéos. La vidéo que vous êtes en train de regarder ne compte évidemment pas dans ce calcul. Ça fait environ 5 714 vues par vidéo, même si généralement je vise au minimum le 10 000. Merci d'avance pour le partage. Et les vidéos que j'ai fait sur Has-Been Hotel cumulent respectivement 83 000 et 45 000 vues chacune. Respectivement, encore une fois, 14 et 7 fois plus que la moyenne des vidéos sur ma chaîne. Ça implique donc aussi qu'à peu près 10% des vues sur la chaîne viennent exclusivement des vidéos sur Has-Been Hotel en faisant théoriquement votre sujet préféré, avec Coraline vraiment pas loin en dessous. Même mon YouTube Short le plus vu à 13 000 vues, c'est un YouTube Short qui parle d'Has-Been Hotel. Mais Has-Been Hotel, c'est aussi de la musique et là, on a des trucs à dire. L'album qui regroupe toutes les soundtracks de la saison 1 a réussi à se hisser en numéro 13 du top 200 des albums les plus écoutés, en faisant l'album qui vient d'un film ou d'une série le plus écouté. Et encore presque 3 mois après la fin de la série, ces chansons, non seulement on les écoute toujours, mais en plus, il y a beaucoup d'artistes de cover qui en font des reprises. Des artistes comme Caleb Hyles et Jonathan Young, que personnellement j'adore beaucoup, très connus dans le monde des covers, qui reprennent Loser Baby ou encore Poison, deux des meilleurs morceaux de la série. Ou encore la créatrice de contenu et musicienne Milky Melody qui, elle, vient créer de toutes pièces des chansons et des reprises de chansons par les personnages d'Has-Been Hotel. Des énormément reprises. Moi, sur Spotify, j'ai une playlist entière où c'est juste des chansons fan-made pour le personnage d'Alastor. Petite mention honorable à la créatrice Miu Chan qui reprend les musiques d'Has-Been Hotel, les réinterprète en version française avec sa propre traduction et qui a une voix magnifique. Allez donc jeter un coup d'œil à sa chaîne YouTube et suivez-la sur Spotify, je mettrai le lien en description. Et si vous laissez un commentaire disant que c'est moi qui vous envoie, merci d'avance. Vous l'aurez donc compris, après avoir créé une fanbase, après avoir su créer un fandom, Has-Been Hotel a surtout créé une communauté. Communauté qui échange, partage et surtout fait grandir le plus grand canon et le fandom d'Has-Been Hotel. C'est pour ça qu'elle est aussi excellente, c'est parce qu'elle a su toucher les fans là où il le fallait. Et comment est-ce que Has-Been Hotel a réussi? C'est très complexe. Comment perfectionner quelque chose qui marche?
Je crois qu'en 2024, on est tous d'accord sur le fait que Satan, dans le fond, il est pas si méchant. Attends quoi? Bon, plus sérieusement, Hazbin Hotel, c'est pas la première série à remettre les dogmes du christianisme en question, et surtout, c'est loin d'être la dernière. Bien entendu, quand tu regardes ça juste de loin, à la télé, t'as des institutions religieuses qui sont énormément triggered par la série. Mon petit préféré, c'est cet article du web qui dit que Hazbin Hotel est une série qui va venir promouvoir le satanisme. Je vais donc vous lire un petit extrait de cet article que j'ai bien aimé, traduit par mes soins. Le principal problème mis en valeur par la IEA est la normalisation du mal et la sous-estimation de son réel danger, portrayant les démons et les damnés de façon humoristique. En faisant cela, on les rend familiers, les domestiques, et on induit le public à ressentir de la sympathie pour les habitants de l'enfer, ceux victimes du méchant paradis qui les extermine sans merci alors qu'ils cherchent la rédemption. Dans une outrageuse contradiction avec les enseignements catholiques, les enseignements sur la confession, sur la rédemption et la vraie conversion d'un cœur vers Dieu. Ensuite, l'article vient pointer du doigt que c'est impossible de vouloir la rédemption sans une vraie conversion au christianisme, allant jusqu'à dire que les personnages de la série ne veulent pas vraiment de rédemption. Cet article vient du New Daily Compass, un journal web qui est spécialisé dans le fait d'analyser la culture et l'actualité du point de vue d'une église catholique. On parle donc ici de croyances. Et là, comme d'habitude, je ne veux pas tourner vos croyances en ridicule. Vous croyez ce que vous voulez, vous priez le Dieu que vous voulez, sincèrement, tant mieux pour vous. Personnellement, je suis un athée, mais si j'ai choisi cet article en particulier, c'est parce que selon ma lecture, non pas de l'article, mais de l'œuvre Hazbin Hotel, il est très intéressant. Dans le passage que je vous ai partagé, on retrouve 3 points principaux. La normalisation du mal, la contradiction avec l'Église et la démonisation du paradis. Ce qui est relativement vrai dans Hazbin Hotel, le problème avec l'article en tant que tel, c'est que ces 3 idées sont présentées comme étant dangereuses et de mauvais goût. Voyons donc ce que ça implique. De 1, la normalisation du mal. Probablement le pire point de l'article, j'ai vraiment l'impression que le message de la série n'est pas passé. Parce que non, le mal, entre gros guillemets, n'est jamais glorifié ni même normalisé dans Hazbin Hotel. Je m'explique. La base de la fiction, le moteur qui est capable de faire tourner une histoire, c'est le conflit. Et pour un conflit, ça prend 2 parties qui s'opposent. L'histoire sera, de manière générale, racontée du point de vue d'un des 2 partis. Ce parti deviendra donc le protagoniste et son opposé deviendra l'antagoniste. Ici, le conflit étant, on a un problème de surpopulation en enfer, problème qui sera pris en charge par Charlie Morningstar, la protagoniste de la série. Comme antagoniste, on a Adam, qui est à la tête des exterminateurs du paradis, qui lui va venir une armée d'exorcistes vers l'enfer pour y éliminer les démons, réglant au passage le problème de surpopulation. Le conflit étant, l'enfer ne veut plus venir se faire exterminer la gueule une fois par an, et le paradis, ils ont bien l'intention de continuer à le faire. Parfait. Alors donc, cette normalisation du mal, qu'est-ce que ce serait? Ce serait que l'enfer n'a plus envie de se faire génocider et que ses habitants méritent une chance à la rédemption. Selon l'article toujours, on nous dirait aussi que c'est tout à fait correct d'être un gangster, voire un tueur en série. Sauf que, non. C'est explicitement présenté comme problématique dans Hazbin Hotel. C'est pas genre une bonne action d'aider ses amis en cas de soucis? Pas si c'est une guerre territoriale qui se termine en massacre. Cabronero de Pera, je connais ton petit jeu. Et je ne vais pas te laisser blesser qui que ce soit ici. De base, l'action principale de la série se déroule en enfer, donc à l'exception très notable de personnages comme Charlie qui sont nés, on peut deviner que les personnages qui sont des pêcheurs doivent avoir fait quelque chose pour s'y retrouver. Même si pour la plupart des personnages c'est pas dit explicitement dans la série, le fait étant qu'on peut le deviner. On peut deviner qu'ils sont en train de payer pour leurs péchés et crimes. C'est pas tout à fait le cas de tous les personnages, mais on y reviendra plus tard. Même Angel Dust en tant que tel, il fout la merde au courant de la série seulement pour qu'on découvre que sous ses apparences de dépravation se trouve un garçon autodestructeur, brisé et en souffrance constante. Ça, c'est sans parler de toutes les scènes où son attitude est explicitement démontrée comme étant pas correcte. Ouais, pourquoi pas. Juste veille à garder tes petits piments au frais, bébé. T'essayes d'être quoi, là? Sexiste ou raciste? Ce qui t'emmerde le plus. Tu sais quoi? T'imagines même pas la chance que t'aurais de pouvoir me C'est qui j'ai besoin d'être, mon échappatoire? Où je peux oublier que je déteste tout. Un espace où je peux planer sans avoir à penser à quel point tout ça me fait mal. Pour ce qui est des personnages qui sont Hellborn, donc qui sont nés en enfer, parlons un peu de Lucifer et de comment est-ce qu'on voit le diable dans les médias populaires aujourd'hui. Je crois que le portrait de Lucifer à la télé dans les dernières années, on peut le scinder en
3 visages très distincts. Premièrement, celui des aventures de Sabrina, où Lucifer a beau être connu comme le prince des ténèbres, il a quand même tout un culte autour de lui, semble intéressé par les politiques de l'enfer et de manière générale, s'inquiète pour les gens qu'il aime et affectionne. Deuxièmement, on a le Lucifer de Supernatural, qui est dépeint comme un traître et la force ultime du mal. Mais au fur et à mesure que l'on avance, on comprend qu'il est en fait devenu ce grand méchant dû à des millions d'années enfermé dans les profondeurs de l'enfer et que lui-même se sent victime du déterminisme de son père qui l'a voulu mauvais, mais surtout qu'il l'a voulu brisé et malheureux. Et finalement, on a le Lucifer de la série éponyme, adapté du comics écrit par notre sauveur à tous, Neil Gaiman. Ici, on retrouve un personnage beaucoup trop fier pour admettre son besoin général d'affection, qui se sent incomplet et surtout qui se sent trahi parce que l'humanité rejette toutes les fautes sur lui. Parce que c'est un petit peu la base des personnages portant le nom de Lucifer. C'est pas des méchants, mais primairement, ils punissent les méchants et on les voit comme méchants, voire dangereux, à cause de ce qu'il pourrait te faire si tu te comportes mal. Et dans Has Been Hotel, c'est un petit peu ce qu'on retrouve. Écoutez juste comment Adam décrit Lucifer. Toi, tu me juges? Tu es l'être le plus détesté de toute la création! C'est une idée supportée par le fait que Lucifer est présenté dans la série à la base comme un rêveur et s'est heurté à la dure réalité des choses, a été banni pour avoir tenté de faire le bien. Ce qui le mène dans une crise existentielle où il va se dissocier de ses responsabilités de grand patron de l'enfer et surtout, il va se sentir inutile. Il se sent comme un vrai has-been. Il y a juste à voir sa réaction quand, pour la première fois depuis longtemps, il sent que sa fille a besoin de son aide. Oh, je serai là dans 1 heure! Oh, ma fille a envie de me voir! Dans les dents, la dépression! Et à la fin de la série, c'est bien lui qui arrive à la rescousse de Charlie et de son hôtel, pas seulement par amour parental, mais parce que, plus que personne, l'étoile du matin, c'est que le bien et le mal se divisent par une ligne très floue et surtout qu'il connaît l'importance des deuxièmes chances. Les personnages d'Has Been Hotel, eux, ce qu'ils veulent, c'est une deuxième chance. Et Lucifer, sa deuxième chance, c'est de pouvoir finalement rêver à travers les yeux de sa petite Charlie. Tout ça pour le diable, un personnage qui est censé être diabolique. Un personnage qui donne son nom au mot diabolique. La série ne normalise pas le mal, elle normalise le fait de se poser des questions par rapport à la moralité, par rapport aux zones grises, et ce, autant chez une autre personne que chez un groupe d'individus. Ce qui, historiquement, a marché comme un charme. Ce qu'Has Been Hotel fait, c'est remettre en question certains dogmes religieux et surtout remettre en question certaines idées véhiculées par l'Église qui sont passées date depuis déjà plusieurs siècles. Le tout en montrant que l'axe du bien et du mal, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait penser. C'est même le deuxième point de l'article, le fait étant que les seuls véritables méchants dans Has Been Hotel, c'est le paradis. L'article met en valeur le fait que le paradis est le seul parti à être montré comme mauvais et qu'il est même diabolisé. Et sous mes vidéos précédentes, quand je dis que les anges dans Has Been Hotel, c'est les méchants, vous êtes très nombreux à souligner le fait que non, les anges sont pas méchants, que c'est simplement Adam qui est diabolique. Alors, parlons-en. L'extermination se produit une fois par an depuis on ne sait trop combien de temps. On sait juste que ça fait très longtemps. Et on envoie une armée d'anges descendre les démons. Juste là, tu vois qu'il y a plus qu'Adam comme problème. Mais en plus, au-dessus, t'as Serah qui autorise cet événement parce que sinon, elle a peur que les forces de l'enfer se rebellent. Est-ce que vous voyez le problème? Dans les faits, si on a peur que les forces de l'enfer se rebellent et qu'on a une armée assez puissante pour descendre une fois par an, exterminer les forces démoniaques et surtout pour ne jamais revenir avec un seul dégât collatéral, on a plus qu'une armée assez puissante pour simplement renforcer le paradis et prévoir une attaque. Une solution qui ne ferait aucune victime parce qu'on le sait très bien dans Has Been Hotel, l'enfer, ils en ont rien à battre d'attaquer le paradis. Nous, on le sait que dans les faits, c'est parce que Adam, il aime tuer. Mais pour le reste des anges, là, je vous attends. D'accord, à la base, les anges, ils sont pas vraiment au courant des projets d'extermination d'Adam. Mais après le procès, quelque chose de quand même assez particulier se produit. Dans un des derniers épisodes, Adam révèle les exterminations au public du paradis et révèle même avoir avancé arbitrairement cette dite extermination. Le tout un mois avant la prochaine attaque. Un mois où tout le monde était au courant de l'extermination, mais où, pour autant qu'on le sache, personne n'a fait quoi que ce soit pour l'arrêter. Ou s'ils ont essayé, c'est très probable que la majorité des big boss du paradis en ont eu, mais rien à battre de leur opinion. Et la deuxième option me semble beaucoup plus plausible quand tu vois que malgré cette manipulation à la fin de la série, Serah est toujours à la tête du paradis. Et oui, on peut dire que ça vient diaboliser les anges et le paradis. Mais est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi?
et surtout, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, personnellement, j'aime y voir un lien avec les dogmes religieux du christianisme. Un dogme, qu'est-ce que c'est? C'est une idée présentée par une institution politique ou religieuse qui est vue comme irréfutable et impossible à remettre en question. Des dogmes qui viennent te dire que le bien, c'est le bien, le mal, c'est le mal parce que c'est notre opposé et qui justifie le fait d'à quelque part faire le mal parce qu'on élimine un plus grand mal. C'est-à-dire, quand on leur apprend l'existence des exterminations, on leur a tellement répété en boucle et en boucle que l'enfer est composé du mal à l'état pur qu'ils sont plus surpris que choqués. La seule exception étant la petite Émilie qui a un cœur plein de bonté, représente ce que le paradis devrait être et pourtant est sous la menace de devenir un ange déchu pour les mêmes raisons que Lucifer. Je t'en prie, ne te pose pas de questions. Ou tu finiras comme Lucifer, déchu. Ne te pose pas de questions. C'est donc pas tant le paradis qui est diabolisé que l'Église en elle-même et surtout ses dogmes religieux présents dans les 2000 dernières années. Et oui, c'est un discours qui est très difficile et risqué à tenir. Mais d'un autre côté, les croisades et l'évangélisation des Autochtones et la et tout ça rentre aussi dans le troisième point soulevé dans l'article, à savoir les contradictions avec l'Église. L'Église, c'est une institution présente depuis maintenant plus de 2000 ans. Donc forcément, quand une fiction qui n'est pas reliée en parle, il va y avoir des contradictions. C'est quelque chose de très présent en fiction. Encore une fois, je parle de Sabrina, de Supernatural ou de la série Lucifer, qui n'hésite pas à dépeindre les anges d'un point de vue plus mythologique. À savoir, c'est pas vraiment des protecteurs, c'est plus des soldats. Et tout ça, ça nous ramène aussi à ce que je disais au début de la vidéo, le sophisme d'appel à la tradition. Imaginons que les dogmes de l'Église aient été parfaits pour bâtir une société il y a 2000 ans. Cette société a évolué et peut-être que ces dogmes n'ont plus lieu d'être. Ou s'ils ont lieu d'être, il faudrait peut-être adapter ces enseignements à ce que la société aujourd'hui est devenue. Bref, un sophisme d'appel à la tradition, c'est pas parce que ça marchait comme ça il y a 2000 ans que ça va marcher comme ça aujourd'hui. Et vraisemblablement, c'est ce qui fait d'Azbin Hotel une série aussi intéressante. Elle n'a rien inventé, mais elle a perfectionner ce trope à la télé. Elle prend tout ce que des séries comme Supernatural, Lucifer et Sabrina ont déjà fait avant elle, et puis elle l'adapte pour raconter sa propre histoire et en faire quelque chose d'intéressant. La mythologie d'Azbin Hotel. La série débute avec un prologue magnifiquement animé de Charlie qui nous raconte comment se déroulent les événements de la Bible dans cet univers. La Bible, ça fait partie des dogmes de l'Église. C'est un ouvrage qui est vu comme intouchable et improfanable. Ce qui est spécial quand tu sais que c'est probablement le livre le plus réédité de l'histoire. On estime les versions de la Bible aujourd'hui à environ 3030, traduits en 2011 langages différents. Pourquoi? Parce que avant d'être un texte sacré, la Bible, c'est surtout du folklore, une histoire et une mythologie. On définit la mythologie comme un ensemble de mythes, légendes et histoires qui se rejoignent pour créer une espèce de méta-histoire au niveau très souvent religieux. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de versions différentes de tant de mythologies? Parce que ce sont des histoires qui existent depuis très longtemps, elles ont été réappropriées et surtout rééditées par des gens qui vivaient peut-être dans d'autres sociétés avec d'autres cultures et qui l'ont adapté à leur mode de vie et à leur tradition. Je parle souvent dans mes vidéos d'Azbin Hotel des textes d'apocryphes, c'est-à-dire des textes religieux qui ne sont pas considérés comme faisant partie intégrante du canon de la Bible pour diverses raisons. Le livre d'Enoch en étant un excellent exemple. Mais le fait étant qu'on a une exception pour ce dernier, c'est l'Église protestante d'Haïti. Cette Église en particulier considère que le livre d'Enoch fait partie du canon intégrant de la Bible et c'est ici qu'on retrouve l'origine des anges déchus. Idée abandonnée par la Bible principalement du fait qu'on ne voulait pas dépeindre des anges déchus tombant vers l'enfer alors qu'ils avaient des humains à surveiller. Voyez les mythologies comme un édifice. Un édifice qui se construit avec des pierres, chaque pierre différente étant une version différente de l'histoire, donnant naissance à cette énorme mythologie aussi contradictoire que magnifique. Et après, t'as Ovide qui essaye d'amener sa propre pierre à son édifice de mythologie romaine, mais on l'intègre à la mythologie grecque pour absolument aucune raison. Mais bref, ça, c'est pour une autre histoire. Mais bref, Azbin Hotel a su faire ce que toute œuvre traitant du sujet de la mythologie devrait faire, à savoir prendre la mythologie et y ajouter son grain de sel. Par exemple, ici, Adam, il n'était pas seul dans le jardin d'Éden avant l'arrivée d'Ève, mais on y trouve aussi Lilith. Lilith, j'en ai déjà parlé, c'est un personnage incroyablement mineur dans la Bible, et on a certains historiens et linguistes qui pensent que ça pourrait être plus une créature ou une sorte de démon qu'un vrai personnage. Elle pourrait même dater d'avant l'arrivée du christianisme, puisqu'on retrouve ses origines dans les langages sumériens.
où la Lilith serait en fait un de ces démons sexuels qui aspirent l'énergie vitale de ses partenaires. Il va falloir attendre le Moyen-Âge pour que l'idée comme quoi Lilith était la première femme d'Adam arrive dans les textes sacrés, et puis ça vient avec toutes les incohérences que vous pouvez imaginer. C'est pour ça que dans Has-Been Hotel, on a décidé de repartir de zéro. On appuie sur le bouton Reset. Ici, Lilith, c'était la première femme d'Adam, Ève est sa deuxième version, le libre arbitre en moins. Ce qui, dans un contexte où l'univers tout entier tourne autour de cette histoire, nous apprend qu'une âme en mesure de contrôler son destin est tout aussi puissante que dangereuse. Espèce de gothique de B2! Tu devrais savoir mieux que personne ce qu'une âme peut accomplir lorsqu'elle prend son destin en main. C'est une leçon que l'histoire vient donner. Et la leçon, c'est basiquement tout ce que les mythologies enseignent. L'histoire d'Athéna et Arachné nous met en garde contre l'orgueil. Celle d'Héphaïstos nous apprend qu'avec du travail dur et de la persévérance, on est capable d'arriver à nos buts quels qu'ils soient. Et celle d'Héraclès nous apprend à tuer absolument tout ce qui bouge et à peu près tout ce qui bouge pas aussi. Mon point étant que Has-Been Hotel a réussi à construire son histoire autour d'une mythologie. Mythologie qu'elle a décidé d'adapter à sa sauce. Une mythologie qu'elle a elle-même adaptée et réécrite pour s'assurer de sa cohérence à travers son propre univers. Et qui sait, peut-être qu'avec le temps, les historiens vont intégrer la mythologie d'Has-Been Hotel au canon des mythes hébraïques. Ça peut paraître stupide, mais c'est déjà arrivé. Chez les Romains, on a des mythes qui étaient faits pour être lus par des Romains et surtout qui étaient écrits avec des personnages et divinités romaines qui sont venus intégrer le canon de la mythologie grecque, malgré le fait qu'on a beaucoup de similitudes, mais qu'on parle de deux peuples différents. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi comment Has-Been Hotel réussit à construire autour de cette mythologie. Voici comment fonctionne l'enfer dans Has-Been Hotel. Il est divisé en 7 niveaux qu'on appelle les 7 anneaux aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Désolé, c'est mon grand-père qui m'appelle. Allô? Putain de salopards de bobo gauchistes, ils ont wokisé l'enfer. Ouais, je m'excuse, il a plus toute sa tête. Bref, donc le premier niveau de l'enfer, c'est l'anneau de l'orgueil, là où se déroule l'action principale de la série et où atterrissent les pêcheurs ne pouvant pas traverser vers les autres anneaux en général. En dessous se trouve l'anneau de la colère, une zone plus rurale, western, avec des créatures de l'enfer et des catastrophes naturelles comme des volcans y sont légion. Vient ensuite l'anneau de la gourmandise, où les choses se tranquillisent un peu, on y retrouve des forêts luxuriantes et des grosses constructions. Suivi de l'anneau de la cupidité, c'est là que se trouvent les usines des autres institutions industrielles de l'enfer. C'est aussi un endroit extrêmement pollué. Vient ensuite l'anneau de la luxure où s'y déroulent des... c'est Amsterdam. On a juste en dessous l'anneau de l'envie qui n'a jamais été vu, on ne sait pas ce qui s'y passe non plus, et finalement tout au fond de l'enfer se trouve l'anneau de la paresse où on trouve principalement des cliniques et des hôpitaux. Vous l'aurez compris, ces anneaux, ils sont nommés d'après les 7 péchés capitaux. Et puis c'est pas une idée qui date d'hier de diviser l'enfer en plusieurs anneaux. On peut retourner jusqu'au 14e siècle avec Dante et sa Divine Comédie. Là où les niveaux 2 à 5 attendent les pécheurs d'un péché en particulier avec une punition particulière pour chacun. Le niveau 1, les limbes, est réservé à l'âme des païens étant forcés à attendre Dieu dans la solitude pendant l'éternité. Le niveau 6 est réservé aux hérétiques, le niveau 7 aux gens violents, le niveau 8 à ceux commettant des fraudes et le 9e aux traîtres. Les châtiments varient de passer l'éternité dans les ténèbres à être pris dans une tempête violente perpétuelle. Il en va de même pour de la pluie verglaçante constante. On peut être jeté dans un trou et y retomber dès qu'on en sort, voir son âme lancée dans un combat éternel dans un marais sombre, lancée dans un puits de flammes ardentes, se noyer dans un lac de sang, torturé par des démons pour l'éternité, et finalement congelé mais conscient jusqu'à la fin des temps tout au fond de l'enfer. Dante, il allait pas très bien dans sa vie, ça se passait mal au travail, il s'est fait refuser une promotion, sa femme lui parlait plus et ses enfants, ils étaient en pleine crise d'adolescence. Mon point étant que pour le fonctionnement de l'enfer et pour par extension beaucoup d'autres éléments de la série, on retrouve d'importantes racines mythologiques. Mais contrairement à d'autres œuvres que j'adore comme God of War ou Percy Jackson qui prennent ces mythes comme source et qui décident de continuer de les étendre après la, entre gros guillemets, fin de leur mythologie respective, Has-Been Hotel a décidé d'aller la route opposée. Elle a décidé de prendre la mythologie qu'elle adapte à sa base et de la réécrire pour en faire quelque chose de complètement original, en faire sa propre histoire, en faire son propre folklore, en faire sa propre mythologie. Comment bien écrire une comédie musicale?
La musique, c'est ce qui a jeté Hazbin Hotel sur les devants de la scène. 2 chansons par épisode, le tout porté par un cast très talentueux dont la majorité sont des comédiens venant de Broadway. À bien y penser, Stéphanie Béatrice et Kit David respectivement, donc Vaggie et Oscar, eh bien ils ont de l'expérience dans l'animation comédie musicale, et pas n'importe quelle expérience. De la bonne musique, ça peut être très important pour une œuvre audiovisuelle, ça peut même être son point décisif. Par exemple, vous voyez à l'écran en ce moment mes 3 films préférés de tous les temps, et de ces 3 films, les 3 ont une bande audio qui les rend inoubliables. À bien y penser, Coraline, ça devait être une comédie musicale à la base, et les chansons ont même été reprises et interprétées sur scène exprès pour la pièce de théâtre. Justement, puisqu'on en parle, c'est très facile de rater une comédie musicale. Il suffit d'intégrer des chansons de façon random et gênante à n'importe quel moment. Oui, moi, pour une comédie musicale, je fais partie de ces gens qui pensent que la chanson doit servir l'histoire et non l'inverse. L'exemple le plus parlant, c'est Libéré, délivré, dans lequel le personnage d'Elsa passe de petite fille renfermée à ado déchaîné qui en a marre de vivre pour les autres, le tout pour finir comme une adulte solitaire mais heureuse qui, pour une fois, se met elle en priorité. Ou encore la scène d'ouverture de Tarzan avec la chanson « Deux mondes, une seule famille », même si les personnages ne chantent pas la dite chanson directement, avec les paroles et la mise en scène, on comprend les événements facilement qui mènent aux événements du film. Et surtout, on comprend comment Tarzan et Kala peuvent former une famille aussi soudée. C'est le cas dans Hazbin Hotel, les personnages évoluent extrêmement avec leur musique, c'est même dit comme étant un pouvoir surpuissant. Elle s'épanouit. Par ses chansons, elle insuffla aux êtres démoniaques un sentiment de pouvoir. Et à mesure que la population de l'enfer s'agrandissait, son pouvoir décuplait. Charlie, sa première chanson, nous expose sa naïveté presque enfantine, nous montrant à quel point elle n'est pas prête à diriger l'enfer. Surtout quand Adam réplique avec son morceau « L'enfer est éternel » et lui claque la réalité à la gueule. Avant d'entendre Poison, tu penses que Angel Dust est juste obsédé du kiki et, soyons honnêtes, un harceleur sexuel. C'est au moment d'entendre sa chanson qu'on comprend comment il en est arrivé là et que tout ça n'est qu'un masque pour ne pas qu'on voit à quel point il est brisé. Idée qui va se poursuivre avec Loser où il va laisser Oscar entrer dans sa vie et être capable de voir la réalité en face, comme quoi il est prêt à changer d'attitude et admettre qu'il est vraiment, le tout pour peut-être être heureux et repenti. Oscar lui-même ici passe d'un simple personnage de background qui se fout de tout à quelqu'un qui est prêt à aider quelqu'un d'autre parce qu'il se reconnaît en Angel. Peut-être que je te traiterais mieux si t'étais toi-même. Tu sais, à l'hôtel, personne n'en a rien à foutre de cette image que tu donnes. Les 2 chansons de Lucifer servent en premier lieu à établir son potentiel en tant que roi de l'enfer et rêveur à cœur tendre, puis sa deuxième ramène en partie la famille Morningstar ensemble. Vaggie, pendant Out for Love, va apprendre à se battre pour une bonne cause et surtout à réparer ses erreurs du passé. Le morceau partagé de Charlie et Emily les dépeint comme des images miroirs de 2 personnes voulant faire le bien, mais aussi sert à amener la série dans le endgame. Trop de révélations sont faites ici pour ne pas que quelque chose d'énorme s'en suive. Et finalement, Alastor passe la série en position de force, on sait qu'il a un but en tête même si ce n'est jamais explicitement dit, jusqu'à la fin où il s'exile pour une dernière chanson. Chanson où on apprend qu'il est terrifié par la personne qui détient son âme, qu'il se sent vulnérable et aussi qu'il compte bien renverser la situation et tirer les ficelles. Voire même certains fans, je l'ai vu revenir souvent, interprètent cette chanson comme quoi Alastor est sur le chemin de la rédemption à la fin de la saison 1. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Les chansons d'Hazbin Hotel sont en fait tellement géniales que ça me fout en rogne de pas pouvoir vous les passer à cause des lois sur le copyright. On passe à la suite. Un visuel travaillé. Selon moi, un des gros points forts d'Hazbin Hotel, c'est le visuel. Pourquoi? Parce que le travail n'a pas été fait à moitié. Oui, rappelons-le, Medrano, elle a fait des études en art visuel. Je les ai fait, ces études, moi aussi. Et faites-moi confiance, s'il y a un groupe de personnes sur cette planète qui est prêt à sacrifier vie sociale, temps libre et santé mentale, le tout pour avoir la bonne nuance de rouge, c'est les étudiants en art visuel. C'est de l'autodestruction. Déjà, l'animation est magnifique. Regardez-moi ça comme c'est fluide avec du mouvement, de la cinématographie parfaitement travaillée. Pour une production indépendante, on pourrait s'attendre à ce que ces moments soient parfaitement travaillés, mais que le reste soit fait en animation limitée, avec du mouvement assez limité, etc. Mais c'est pas le cas. L'animation est toujours hyper satisfaisante. Ici, pas de tricherie avec des PNG cheap, le travail est bien fait. Et aussi, ce qui est incroyable, c'est les détails en background. Je vais pas vous refaire le topo, il existe déjà plein de vidéos excellentes sur YouTube qui compilent
s'appelle les easter eggs du background d'Has-Been Hotel. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est tout ce qui est texte écrit. Par exemple, dans l'épisode 5, quand on voit les contacts de Charlie, on peut y voir plein de noms de démons canons au lors de la série. Même chose pour le téléphone de Angel, où on peut voir vite les messages de Valentino. Et c'est pareil pour les textes écrits. On aurait pu avoir juste des petits gribouillis comme la plupart des produits d'animation le font, voire des lorem ipsum. Vous savez, le lorem ipsum, c'est ce texte en latin que tu placardes sur un gros pavé de texte parce que tu sais que personne va le lire, mais qui est fait pour un petit peu donner du relief et de la crédibilité à ton œuvre. Si vous êtes quelqu'un qui lisait des comics, prêtez attention à quand un personnage lit un livre ou un journal, il est très probable que ce soit un lorem ipsum. Mais non, pas dans Has-Been Hotel. Pourquoi? Parce qu'on voulait un arrière-plan travaillé. Pour illustrer mes propos, on va faire un petit jeu vite. Êtes-vous capable de trouver le personnage principal de cet animé? Trop difficile? Alors essayez avec celle-là. Toujours pas? Alors on fait quoi avec celle-là? Ou elle? Bon, ok, je suis mauvaise langue. En animation, les personnages de background, c'est vrai que c'est très souvent moins travaillé que les personnages principaux. Et Has-Been Hotel ne manque pas à la règle. Mais il y a une différence entre moins travaillé et rushé. Ici, même les personnages de background sont intéressants à regarder, autant leur forme que leur couleur que l'émotion communiquée. Émotion étant ici, cours, Roger, tu vas te faire bouffer. Mais il n'y a pas que ça. Imaginez une salle remplie avec un personnage principal et plusieurs personnages secondaires. Vous imaginez sûrement quelque chose comme ça. Le personnage principal entouré de visages que vous reconnaissez, plus 2-3 gugus que vous pourriez pas identifier, mais dont vous êtes sûr de les avoir déjà vus quelque part avant. Maintenant, je vous montre la réunion des Seigneurs de l'Enfer d'Has-Been Hotel. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui n'a jamais vu un seul épisode. Il devient extrêmement dur de savoir qui est le personnage principal présent dans cette scène. Pourquoi? Parce que même les personnages secondaires sont extrêmement travaillés dans la série d'un point de vue visuel. Un de mes petits chouchous étant Valentino, autant la manifestation de ses pouvoirs que la mise en scène qui les entoure. Et pour rendre un papillon menaçant, faut se lever tôt. J'aime aussi énormément Lucifer avec son chapeau haut de forme qui renvoie à une certaine iconographie, mais aussi à son image reliée à la pomme, fruit qu'il offrira à Ève et qui va basiquement allumer la suite d'événements menant à l'extermination. Et sinon, moi, mon chouchou en termes de détails visuels, c'est Alastor. Le démon de la radio, connu pour passer des ententes, se tient donc droit et bien habillé avec un grand sourire charmeur, prêt à vous faire gober n'importe quoi. Mais il n'en reste pas moins un cannibale, c'est pour ça les grandes dents pointues et les cornes et oreilles de cerf. Ça rappelle le Wendigo, monstre de la culture native américaine, connu pour manger d'autres êtres humains se transformant en démons de la forêt dû à ce tabou. À noter que dans les écrits d'Apocryphe, le démon Alastor le vrai, il est vraiment relié au mythe du Wendigo. Et dans sa forme démoniaque, Alastor porte aussi une marque sur le front, endroit où la balle qui l'a tué est venue le frapper. Le chara-design, c'est quelque chose de super important en animation. Et surtout, avec Alastor, on a tout ce qui fonctionne, c'est-à-dire des détails visuels qui viennent raconter une histoire et donc compléter un bon personnage. Puisqu'on en parle, les personnages. C'est le plus gros point fort d'Has-Been Hotel. Des personnages qui sont bien travaillés et surtout bien rendus, autant au niveau du chara-design qu'au niveau de l'écriture. Probablement parce que Has-Been Hotel, c'est une série qui est restée dans la tête de la créatrice pendant plus d'une décennie et qu'elle a commencé à travailler dessus en 2016. Elle a donc travaillé activement sur ce projet pendant 8 ans. Ça doit être pour ça que c'est aussi bien réussi. Des fois, c'est pas plus compliqué que ça. Il faut mettre le temps aux bonnes idées. Vous savez, je vais me permettre de parler subjectivement ici, mais moi, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, et ça depuis que je suis tout petit. J'ai toujours adoré écrire des histoires. Par exemple, sur cette chaîne, si vous le savez pas, vous pouvez trouver mon premier court-métrage qui s'appelle 2108. Et puis, c'est un court-métrage que, au niveau des personnages, je trouve correct. Je l'ai réalisé il y a maintenant presque 2 ans et aujourd'hui, maintenant que j'ai un petit peu plus d'expérience, je vois à peu près toutes les erreurs que j'ai pu commettre sur cette œuvre. Mais le point étant que, même à l'époque, en écrivant les personnages, j'étais conscient de certains dangers à éviter. Je me rappelle, je devais avoir 16 ans, j'ai commencé à écrire une fiction d'heroic fantasy que j'ai jamais continué, simplement parce que le personnage principal, qui était aussi mon personnage préféré, devenait beaucoup trop beau, beaucoup trop fort, beaucoup trop puissant et surtout, il avait beaucoup trop de traits de caractère. Je m'y perdais. Ça, c'est mortel pour un auteur quand tes personnages principaux deviennent seulement un amalgame informe de peu importe c'est quoi ton hyper-focus du moment. Genre, mon personnage, c'était un loup-garou, maître des arcanes, archer, expert du combat au corps à corps
et nécromancien. Un bon exemple, c'est Sasuke Uchiha, qui au début de l'anime est un épisode sur 2, un edgelord qui se fout de tout, et le reste du temps, un gamin colérique qui part au quart de tour. Et dans Has Been Hotel, vous connaissez le refrain, mais t'as pas ça. T'as des personnages qui sont minutieusement écrits et surtout des personnages qui sont cohérents. Ce qui est un défi de taille quand tu sais que la série, le but c'est que tu empathises avec les personnages principaux, mais qu'ils se sont retrouvés en enfer. Donc, ils se sont probablement retrouvés en enfer d'une certaine façon. Comment est-ce qu'un pari comme ça peut fonctionner? Bah, c'est du cas par cas. Je l'ai déjà expliqué pour Angel, c'est un personnage brisé, mais le fait étant que comment il est arrivé en enfer, même si l'information existe, eh bien, il faut la chercher. Si tu ne veux pas savoir pourquoi Angel est en enfer, c'est tout à fait correct et tu peux juste continuer d'en pâtir avec. Et pour info, Angel Dust, c'est quelqu'un qui a perdu sa santé mentale après des années d'abus physiques de la part de son père et de son grand frère et qui s'est retrouvé drafté à la Deuxième Guerre mondiale, qui a trouvé la mort due à une overdose en 1947 et qui s'est retrouvé en enfer parce qu'il a signé un contrat avec Valentino. Alors oui, même là, si tu vois qu'il n'a pas fait que des bons choix, tu peux 100% te sentir désolé pour Angel Dust. Oscar, lui, ça marche à cause de son ancienneté. On sait à quel point Alastor est dangereux et on sait la menace qui plane constamment sur la tête de Husk depuis des décennies à cause de leur entente. Je réduirai ton âme à néant et je diffuserai tes hurlements pour le moindre petit misérable insolent. Sans parler du fait que, de manière générale, il a une attitude grivoise mais charmante qui nous fait penser qu'il est tombé de haut. Et de plus, il a payé pour ses crimes. Après avoir passé des décennies en enfer, j'ai tendance à dire qu'on peut au moins lui laisser une deuxième chance, même si on ne sait pas exactement comment il s'y est retrouvé à la base. Charlie et Vaggie n'étaient pas humaines, l'une est née en enfer, l'autre est une ange déchue, donc forcément pour les crimes du passé, ça compte pas. Et pour Lucifer, j'ai déjà parlé plus haut de comment le concept de diable est ici traité. Mais ce qui est intéressant par rapport au personnage, c'est comment la saison 1 nous apporte quelques réponses, mais soulève tellement plus de questions par rapport à l'avenir de ces personnages. Des questions qui font que peu importe qui est ton personnage préféré d'Has Been Hotel, tu devrais regarder la saison 2 parce qu'il va y avoir quelque chose à faire avec. Que ce soit la relation entre Charlie et Vaggie qui doit continuer d'évoluer et qui sera sûrement mise à rude épreuve à cause des manipulations de Lilith et Alastor, ou le lien entre Angel et Oscar qui va leur permettre à tous deux de devenir de meilleures personnes. Voire même chez les personnages plus secondaires mais qui ont de grandes promesses de grandir. On pourrait faire un top 10 des personnages les plus susceptibles d'avoir une analyse du mal dans le futur une fois que leur histoire sera un peu plus développée. Bon, ok, je le fais. Numéro 10. Oscar, je sais que c'est pas vraiment un méchant, mais ça reste un démon qui possédait plein d'âmes et qui les a perdus au poker face à Alastor. Je suis quand même très curieux de voir toutes les saloperies qu'il a faites et de voir comment il va obtenir sa rédemption. Numéro 9. Lucifer, encore une fois, pas vraiment un méchant, mais ça reste un petit peu le même principe que l'analyse du mal que j'avais fait sur le personnage du même nom dans la série Lucifer. C'est le diable en personne, il doit y avoir quelque chose à dire quelque part. Épisode que j'aurais pu pousser beaucoup plus loin et dont je suis très insatisfait. Donc tout ce que j'ai pas pu dire sur le concept de diable dans cet épisode, je le dirai dans l'analyse du mal du Lucifer de Has Been Hotel. Numéro 8. Serah, définitivement une antagoniste digne de ce nom, elle a donné le feu vert pour une extermination. Avec Serah, il y a beaucoup à dire autant sur les dogmes religieux que sur l'Église en général, que sur les anges en général, autant du point de vue d'Has Been Hotel que du point de vue de la vraie mythologie hébraïque. Je parle de hiérarchie des anges, de leur pouvoir, de leur société, etc. Numéro 7. Valentino, je ne pense pas qu'il y ait un personnage plus détestable que lui dans la série. Et vu tout ce qu'il fait subir à Angel Dust, ce serait très intéressant de voir comment on est arrivé là et surtout le revers de la médaille. Quelles sont ses vraies motivations? Comment est-ce qu'il a eu l'âme d'Angel exactement? Et surtout, comment lui-même est devenu un monstre. Numéro 6. Velvet. Ici, c'est purement une question d'actualité. Un démon qui contrôle les esprits via les réseaux sociaux. Il y a clairement un commentaire sociopolitique à penser avec ça. Numéro 5. Vox, le démon de la télé, le chef des vies. Et surtout, bien quelqu'un qui fait partie du passé d'Alastor. Vox va nous offrir énormément de réponses face à cet énigmatique personnage. Sans parler du fait que, de manière générale, Vox est lui-même un personnage fantastique. Numéro 4. Carmilla Carmen, une seigneur de l'enfer trafiquante d'armes angéliques qui ferait n'importe quoi pour protéger sa progéniture. Une théorie intéressante que j'ai vu passer disant qu'elle est elle-même une ange déchue, voire qu'elle serait sautée d'elle-même du paradis, s'arrachant les ailes pour ne plus vivre dans les dogmes des anges. Numéro 3. Lute, elle s'enligne pour être la successrice d'Adam et la menace principale dans les saisons à venir. Elle pourrait représenter le pire de ce que sont les anges. Elle pourrait devenir l'image miroir de Charlie Morningstar. Charlie étant une bonne démone et Lute une mauvaise ange. Numéro 2.
Lilith, évidemment que c'est Lilith, le personnage qui s'enligne pour être l'antagoniste principal de la saison 2, sans parler du fait qu'en ce moment, c'est probablement son personnage le plus mystérieux. La mère de la protagoniste, mais aussi mythologiquement parlant, la Lilith est presque toujours dépeinte comme purement maléfique. Elle apparaît que quelques secondes dans la saison 1 et est déjà au cœur de la moitié des théories entourant l'univers d'Azbin Hotel. Imaginez ce que ce sera quand elle va daigner prononcer un mot. Comment est-ce qu'elle n'est qu'en deuxième position? Parce que cette place ne peut revenir qu'à un seul démon. Numéro 1, Alastor. Ah, Alastor, mon personnage préféré, vous le saviez si vous me connaissez, et vous savez que la dernière vidéo qui lui était entièrement dédiée, à la base, ça devait être son analyse du mal. Mais si vous vous rappelez bien, je voulais attendre qu'on ait un petit peu plus à dire pour vous offrir quelque chose de plus travaillé et surtout de plus concret. Cependant, il y avait tellement à dire sur Alastor que juste avec une théorie, j'ai réussi à vous pondre 40 minutes de contenu. Pourquoi est-ce que Alastor en particulier me hype autant? Parce qu'il est à l'image de la série. Mystérieux et énigmatique, mais tout de même entraînant et jovial. Bien designé, bien écrit, c'est pour ça qu'Alastor et par extension Azbin Hotel sont ce qu'on peut qualifier comme un classique instantané. Dans le sens où ça met en lumière des enjeux présents depuis plus de 2000 ans et les fait évoluer dans un parallèle de notre société actuelle. C'est une série qui fait parler, c'est une série qui fait réfléchir, mais plus important encore, c'est une série qui est produite par la passion de sa créatrice. Plus que jamais, en 2024, il est possible de donner vie à nos projets passionnels. D'autres créateurs y arrivent, on pense à tout ce que fait Lolidri avec la saga Noob, on pense à la saison 4 de Wakfu, qui a été financée entièrement par Kickstarter, on pense aux vidéos super travaillées du JDG, on pense aussi à tout ce que faisait Antoine Daniel à l'époque. Même de mon côté de l'Atlantique, t'as le youtubeur Thomas Gauthier qui est en train de sortir sa propre mini-série. Bref, plus que jamais, il est possible de faire valoir sa passion via des plateformes de création de contenu. Et Azbin Hotel, je pense que ça pourrait en devenir le symbole. Alors si vous aimez Azbin Hotel, commentez la vidéo, soyez sûr de la partager pour étendre le fandom et surtout, n'arrêtez jamais de créer votre contenu en relation avec cet univers. Et si vous vous trouvez sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, soyez sûr de me taguer pour qu'on échange et pour qu'on soit capable de construire une vraie communauté. Sur ce, mes amis, vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou vous pouvez cliquer jusque là pour voir une autre vidéo sur Azbin Hotel. Dites-moi en commentaire qui est votre personnage préféré et de quel autre sujet on devrait traiter. Et tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner, activer la cloche et nous suivre sur Instagram au passage. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivore.